Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée, toujours avec le cours de la géologie, c'est-à-dire le quatrième module de programme de la SVT, donc destiné évidemment pour les élèves de la filière sciences physiques. Donc le chapitre 2, nature des déformations tectoniques des chaînes de subduction et de collision. Donc avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Pourquoi tout ceci? Pour nous encourager, d'une part, de faire le mieux possible et de publier beaucoup de vidéos, et d'autre part, pour vous accéder facilement à nos vidéos. On va démarrer. Nature des déformations tectoniques, des chaînes de subduction et de collision. Qu'est-ce que c'est que déformation? Ce sont des changements de forme, de position ou d'orientation des roches soumises à des contraintes, c'est-à-dire à des forces tectoniques. Les types de déformations tectoniques. Donc, selon des critères, certains critères évidemment, la nature des roches, c'est-à-dire les composants ou les constituants de quoi il est formé la roche, et aussi des facteurs physiques comme la pression et la température. Donc, d'après ces critères-là, on va distinguer deux types de déformations tectoniques. Le premier type, ce sont des déformations souples qu'on appelle les plis. Qu'est-ce que c'est que les plis? Ce sont des déformations souples et continues. Pourquoi mot continu? Je vous explique. Dans ce document-là, qu'on va faire aussi des légendes, n'oubliez pas d'apprendre les légendes. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen national ou même de contrôle continu, vous aurez des questions concernant la restitution de connaissances. Donc, il se pose des questions dans la légende. Non, donc, ne perdez pas de points dans cela. D'abord, un pli synclinal, c'est-à-dire la région où on voit un creux. Et voit le pli anticlinal, c'est-à-dire la région où on voit une courbe maximale évidemment. Dans ce pli-là, on a deux flancs, c'est-à-dire la région où la courbure est minimale, voilà une courbure minimale, voilà l'autre courbure minimale. Ces courbures ou bien les régions où la courbure est minimale s'appellent les flancs de pli. Chaque pli, soit synclinal ou anticlinal, il a deux flancs. Voilà ce qu'on appelle la charnière. Donc la charnière pour un pli anticlinal et la charnière aussi par un pli synclinal. Donc la charnière, c'est la région où la courbure est maximale. Donc la courbure ici, il est maximal. Et aussi là, la courbure, il est maximale. Donc on parle de charnière de pli. Et voilà ce qu'on appelle un plan axial. C'est-à-dire dans la logique, ce plan-là, il est imaginaire. Et il traverse les couches d'un pli, soit synclinal, soit anticlinal. Donc, comment se forment les plis? Donc, auparavant, comme vous le savez, les roches, par sédimentation, au phénomène de sédimentation, il y a des couches qui sont déposées horizontalement. Et par ce qu'on appelle des forces tectoniques des deux côtés, vous voyez ici, on va obtenir des plis. Comme vous voyez ici, anticlinal, synclinal, anticlinal, synclinal, etc. Les différents types de plis. Selon le plan axial. Donc, on va se cibler sur le plan axial de plis. On distingue plusieurs types de plis. Par exemple, le plan axial ici, il est droit. Donc, on parle d'un pli droit. Mais, selon les contraintes ou bien l'intensité des forces des deux côtés
des deux côtés des plaques rocheuses, on peut obtenir aussi des plans axiaux, mais cette fois-ci n'est pas droit, mais il est oblique. Et on parle des plis inclinés ou obliques. Donc, d'après ce qu'on appelle le plan axial, on va déterminer plusieurs types de plis. Donc, ici, par exemple, les deux forces qui sont appliquées à ce pli sont de même intensité des deux côtés. Le plan axial, il est droit, donc on parle d'un pli droit. Et vous voyez ici l'intensité auquel il est soumis ce pli-là, ils sont égales, ils sont de même intensité dans les deux côtés. Parfois, l'intensité dans un côté est plus grande dans l'autre côté, comme vous voyez ici. Et on parle, et le plan axial, il va dévier, et on parle d'un pli déjeté. Si toujours la force ici, ou bien l'intensité de cette force reste toujours plus grande, vous voyez ici, on parle d'un pli au genou. En arabe, tayarokbiya. Si toujours l'intensité dans ce côté-là est plus grande, vous voyez ici, le plan axial va s'orienter et dévier encore, et on parle d'un pli incliné. Parfois, les deux forces auxquelles se mise le pli sont de même intensité, mais cette fois-ci, le plan axial, il est horizontal, et on parle d'un pli couché. Parfois, si toujours la force, ou bien l'intensité de la force est plus grande d'un seul côté, mais dans l'autre côté, il est trop faible, ou même négligeable, comme vous voyez ici, la force ici, ou bien l'intensité de cette force ici est plus grande, donc on va voir ici un étirement avec un déplacement de deux compartiments de plis, donc on parle de pli faille. Si toujours la force est toujours dans un seul côté et est grande, ce bloc-là de ce pli va migrer ou bien va se déplacer quelques kilomètres, c'est-à-dire de 3 à 9 kilomètres, et va s'éloigner de ce bloc-là. On parle de ce qu'on appelle pli en chevauchement. Mais lorsque toujours cette force-là est plus grande dans un seul côté, évidemment toujours, dans ce cas-là, ce bloc-là va migrer plusieurs dizaines de kilomètres loin de leur zone d'origine, c'est-à-dire là, et on parle de nappe de charriage. Donc voilà les différents types de plis selon la position de plan axial. Le deuxième type de déformation, c'est-à-dire les déformations cassantes. Les failles, ce sont des déformations cassantes discontinues avec des placements relatifs des deux blocs. Ça, c'est très important. Donc, il y a ici des mots-clés à comprendre et à apprendre aussi. Par exemple, des placements relatifs et mots discontinus. Je vous explique. Comment se forment les failles? Auparavant, les couches sont déposées horizontalement. Et par exemple, par distension, par exemple, c'est-à-dire écartement, et pas compression, c'est-à-dire distension. Comme vous voyez ici, les flèches indiquent la distension. Le niveau de la faille, comme vous observez ici, voilà le niveau de la faille. C'est une fracture.
mais cette fracture n'est pas accompagnée d'un déplacement. On ne parle pas de faille, on ne parle seulement d'une fracture ou bien une cassure. Mais lorsque la distension provoque une cassure avec déplacement, voilà les déplacements des deux blocs. Dans cette fois-là, on parle d'une faille. Donc, comme vous voyez, il y a bloc ABC, la légende de la faille, bloc élevé. Voilà ce qu'on appelle le niveau de la faille, c'est-à-dire le sens qui nous indique le sens d'orientation ou de glissement des deux blocs. Par exemple, le bloc ABC, il est ABC vers le bas, l'autre vers le haut. Et voilà le niveau de la faille. Et ce qu'on appelle aussi le rejet de la faille, c'est-à-dire le rejet de la faille, c'est-à-dire le rejet qui indique la distance entre les deux blocs. Donc, les deux blocs déplacés laissent une distance et on calcule cette distance-là qu'on appelle le rejet de la faille. Donc, le type de la faille. Selon le miroir de la faille et le niveau de la faille, on va distinguer différents types de failles. Donc, on va se cibler sur le niveau qui indique le sens de déplacement ou bien de déglissement des blocs et aussi le miroir de la faille. Donc, le niveau de la faille indique le sens de glissement des deux blocs. Donc, comme vous voyez, auparavant, les couches sédimentaires sont horizontales et avec des forces, soit de distension ou de compression, comme vous voyez ici, des contraintes ou bien des forces de distension, c'est-à-dire d'écartement. Qu'est-ce qu'on va voir? Voir une cassure sans déplacement. Donc, jusqu'à présent, comme je vous ai dit, on ne parle pas de faille. Mais lorsque cette cassure-là est accompagnée par un déplacement, dans ce cas, on parle d'une faille. Mais est-ce que cette faille-là, elle est normale ou bien inverse? Regardez bien. Voilà le niveau de la faille qui indique le sens de glissement des blocs. Voilà le bloc déplacé, les deux blocs déplacés. L'un, il est déplacé suivant le niveau de la faille vers le sens de gravitation de la Terre, c'est-à-dire le sens de l'attraction de la Terre. Par exemple, si on pose un objet ici, il va se trouver par terre ici, sous l'attraction de la Terre. Donc, si le bloc est abaissé dans le sens de gravitation de la Terre, et aussi le miroir de la faille regarde vers le haut, on parle d'une faille normale. Donc, voilà deux critères. Le bloc, il est abaissé dans le sens de gravitation de la Terre. Et deuxième critère, le miroir regarde vers le haut. On parle d'une faille normale. Maintenant, au lieu de distension, on va voir une compression des deux côtés. Voilà le niveau de la faille, c'est-à-dire une fracture seulement, une cassure. Et on va obtenir une faille. Pourquoi? Parce qu'il y a des déplacements. Mais cette fois-ci, le déplacement de bloc, ce bloc-là, il se déplace au contraire de la gravitation de la Terre. Et le miroir regarde vers le bas. Donc, deux critères qui nous indiquent que la faille, elle est inverse. Parfois, le niveau de la faille n'est pas oblique comme ça, mais elle est verticale. On parle de ce qu'on appelle faille droite. Et parfois, le niveau de la faille, il est horizontal. Et le miroir
regard vers l'avant, on parle de ce qu'on appelle un décrochement. Donc voilà les types de différents failles qu'il existe dans la nature. Déformation intermédiaire, c'est-à-dire les déformations entre les failles et les plis. Chevauchement, qu'est-ce que c'est que chevauchement? Par exemple, on a un pli incliné ou bien digité. La force d'un seul côté, voilà le niveau de la faille. Si la force reste toujours d'un seul côté, il y a étirement, c'est-à-dire étirement entre les deux blocs de pli, le synclinal et l'anticlinal. Si la force, toujours, il est plus grande dans un seul côté, dans cette fois-ci, on parle de ce qu'on appelle amincissement, avec déplacement des deux blocs. Et on parle dans ce cas-là de pli-faille, comme vous voyez ici. Lorsque, toujours, la force, elle est toujours d'un seul côté, avec une intensité plus grande, toujours, un bloc va se déplacer de quelques kilomètres loin de l'autre bloc et on parle d'un pli en chevauchement, comme vous voyez ici. Donc, ces étapes-là résument les deux plis au chevauchement, c'est-à-dire les chevauchements ici, ce sont des déformations intermédiaires. Donc, le chevauchement est un déplacement horizontal de l'ordre de quelques kilomètres, c'est-à-dire de 3 à 9 kilomètres, de blocs rocheux sur autre bloc sous l'effet de force compressive inégale, c'est-à-dire la force est toujours dans un seul côté. Une autre forme de déformation intermédiaire, nappe de charriage. C'est un ensemble de terrains rocheux qui migrent de plusieurs dizaines de kilomètres loin de leur zone d'origine, sous l'effet de forces compressives inégales, c'est-à-dire les forces dans un seul côté seulement, et arrivent finalement à s'installer sur des couches récentes. Donc je vous explique. Les couches auparavant sont sédimentaires et par phénomène de sédimentation, ils sont déposés horizontalement. Au temps est égal à 0, le lieu de formation des roches, il est comme ça. Avec une force d'un seul côté, et l'autre côté, la force il est absente, une portion de ces roches ne vont pas rester ici, mais ils vont se déplacer. Au temps est égal à 1, toujours la force ou bien l'intensité est impliquée dans un seul côté. Et on voit un petit déplacement de cette portion sur les autres couches. Comme vous voyez ici, ces déplacements est de l'ordre de quelques kilomètres seulement. On parle de chevauchement. Au temps est égal à 2. Si toujours la force est dans un seul côté, comme vous voyez ici, il y a des déplacements de cette portion et migration loin de leur zone d'origine et va prendre une vaste étendue sur les autres couches. On parle ça d'un nappe de charriage. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.